La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Quel avenir pour l'enseignement agricole ?» C'est une demande du groupe CRCE. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat. C'est M. Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour 10 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, le 18 octobre 2006, notre collègue Françoise Férat présentait à notre commission de la culture, dont elle était alors membre, un rapport sur la place de l'enseignement agricole dans le système éducatif français. Il plaît au Sénat de prendre appui sur ces travaux de fond pour évaluer régulièrement l'état et les évolutions des politiques publiques. Le présent débat n'a d'autre ambition que de poser les termes généraux d'un bilan qui devra nécessairement être prolongé. La question du débat est très générale pour permettre aux sénatrices et aux sénateurs qui nous font l'honneur de leur participation de s'exprimer librement sur des sujets d'ampleur ou des situations locales. Depuis 2006, le système éducatif français n'a cessé d'évoluer et de se transformer. Les révisions ont succédé aux réorganisations administratives et les plans d'économie aux mesures d'optimisation ou de rationalisation qui ont souvent affaibli un réseau d'établissements toujours aussi fragile. Les 2 années qui viennent de s'écouler n'ont pas été épargnées par le maelstrom de la réforme permanente. Les nouvelles dispositions relatives à l'accès à l'enseignement supérieur, portées par la loi dite « Orientation et réussite des étudiants », les changements majeurs imposés à l'ordonnancement du baccalauréat, des études du lycée et de l'apprentissage ont eu des conséquences très importantes sur l'enseignement agricole. À tout le moins, nous ne pensons pas que ces spécificités aient été pleinement considérées et préservées. Le sentiment qui prédomine est au contraire celui d'un nouvel affaiblissement de ses capacités, de ses moyens et de sa notoriété. Dans le très vaste ensemble du service public de l'éducation, il nous semble que l'enseignement agricole demeure la 5e roue du tracteur. En 2006, notre collègue Françoise Férat considérait qu'il était à la croisée des chemins. Après toutes ces réformes, on peut se demander s'il n'est pas dans l'ornière. L'ambition de ce débat est d'apporter une première contribution à un inventaire nécessaire. Avant d'évoquer nos divergences, exprimons tout d'abord nos consensus. En tant qu'historien de l'agriculture, vous me permettrez de dire en préambule que la ruralité n'est pas ce monde immobile, bloqué par la routine et incapable de participer activement aux évolutions de la société, tel qu'il est parfois décrit par ceux qui le regardent avec dédain et condescendance. Ce mépris participe d'une incompréhension croissante entre les villes et les campagnes, et au sein de ces dernières, entre ceux qui y vivent et ceux qui les cultivent. Notre pays, par ses traditions et par l'importance de sa ruralité, ne peut accepter que ce dissentiment persiste et s'aggrave. L'enseignement agricole est un des moyens de réparer ce lien qui menace de se rompre. Depuis la révolution néolithique, les agriculteurs, les paysans, comme j'aime à les appeler, ont su adapter en permanence leur production, leurs pratiques et leur organisation sociale aux évolutions de la consommation, des goûts, des habitudes alimentaires, des changements climatiques, des bouleversements géopolitiques. Jamais, dans ces longues histoires, les mutations actuelles de l'agriculture n'ont été aussi profondes, continues et déstabilisantes. Une civilisation agricole qui trouve ses racines dans le long passé de nos terroirs disparaît. Il est légitime d'éprouver de la nostalgie, mais une autre la remplace et devra trouver les ressources nécessaires pour affronter les enjeux majeurs. Le premier est climatique, le second est social, car il faut trouver les moyens de faire vivre ensemble, dans l'espace rural, des populations qui n'ont pas la même utilisation des sols et des ressources naturelles. Ces enjeux sont aussi bien évidemment environnementaux et économiques. Dans cet hémicycle, nous partageons la même conviction que l'enseignement, la formation, la recherche seront déterminantes pour accompagner, guider et éclairer ces mutations majeures. Le renforcement et le développement de l'enseignement agricole à tous ses degrés doivent devenir une cause commune et une obligation de l'État. L'affirmation de cette nécessité n'est pas nouvelle. L'Observatoire national de l'enseignement à l'agricole l'avait défendu et avait fait des propositions dans son rapport annuel pour l'année 2013 intitulé « L'enseignement agricole face aux défis de l'agriculture à l'horizon 2025 ».
La plupart ont été oubliés et l'Observatoire national de l'enseignement agricole a été remplacé par un Observatoire de l'enseignement technique agricole aux compétences réduites qui ne rend plus de rapport. Parmi ces recommandations, l'Observatoire national de l'enseignement agricole avait insisté sur l'importance de constituer des dynamiques de déconcentration et de décentralisation qui favoriseraient les relations entre les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture, les rectorats, les conseils régionaux et tous les professionnels. Depuis lors, avec la réforme de l'apprentissage voulue par votre gouvernement, le pouvoir de régulation des offres de formation a été retiré aux régions. Les centres de formation d'apprentis, qui pouvaient être aidés par les collectivités afin d'assurer un maillage territorial, doivent maintenant se financer par le biais des contrats qui leur sont proposés. La capacité des collectivités à aider par la formation des filières agricoles à subsister ou à se construire en a été considérablement réduite. Il nous faut évaluer les conséquences de cette dépossession. L'autre sujet d'inquiétude concerne les exploitations agricoles gérées par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Leurs situations économiques se sont dramatiquement dégradées et la moitié d'entre elles seraient aujourd'hui en quasi-faillite. Je rappelle que la loi donne à ces établissements 3 missions essentielles et indissociables. Assurer la formation par la pratique, participer à l'animation et au développement des territoires, contribuer aux activités d'expérimentation et de recherche appliquée. L'enseignement agricole a la difficile mission d'éveiller l'intelligence de la main et de l'outil, de donner les bases d'une compréhension globale et souvent empirique de systèmes rendus complexes par les interactions fortes entre le végétal, l'animal, la nature et l'humain en société. Ces savoirs ne sont malheureusement pas les plus valorisés par notre système éducatif. Permettre aux établissements d'enseignement agricole d'en assurer la promotion et la transmission dans les meilleures conditions est donc un enjeu majeur pour lequel l'engagement de l'État doit être sans faille, afin de restaurer la pluralité des modes d'accès et de diffusion des connaissances. Depuis leur fondation, les établissements, que l'on appelait jadis les fermes-écoles ou les écoles pratiques d'agriculture, ont eu un rôle essentiel comme structure de soutien aux agriculteurs, aux filières professionnelles et, in fine, aux territoires ruraux. Permettez-moi d'évoquer l'histoire de l'école d'agriculture et des industries rurales de Neuvic, en Corrèze, qui permettait aux élèves, après leur scolarité, de conduire une partie de leur activité au sein d'une structure associée à l'école et gérée comme une coopérative. Un lien fort était ainsi constitué entre l'école, les professionnels et les terroirs. Il faut aujourd'hui préserver et développer cette interaction fondamentale, car c'est un levier efficace d'aide à l'agriculture dans sa nécessaire mutation. Pour que cette politique soit active, il faut que l'enseignement agricole reste attractif. Et comme je l'ai dit, il n'est pas du tout assuré que les réformes du baccalauréat et de l'accès à l'enseignement supérieur l'aient renforcé. Les rares statistiques disponibles semblent au contraire montrer qu'il a eu à pâtir d'une concurrence accrue avec les filières générales. Avec la nouvelle organisation des études de la classe de terminale, l'enseignement de l'agronomie est donné dans le cadre d'une option et non d'une spécialité. Les heures de cours consacrées à cette matière vont donc globalement diminuer et il est à craindre que les élèves qui souhaitent prolonger leur cursus dans le supérieur s'en détournent et choisissent d'autres lycées, d'autant plus que très peu de lycées agricoles ont retenu cette option. Mon inquiétude majeure concerne les bacheliers des filières technologiques et professionnelles. Comme l'a dénoncé le Défenseur des droits, ces élèves ont été massivement écartés de l'enseignement supérieur par la procédure Parcoursup. Nous avons absolument besoin de savoir ce que sont devenus ces bacheliers issus de l'enseignement agricole. Pour demeurer attractif, il faut que cet enseignement puisse aussi donner la possibilité d'une poursuite d'études au-delà du baccalauréat. Enfin, j'aimerais conclure en invoquant trop rapidement le sort des personnels de l'enseignement agricole. Plusieurs de leurs représentants assistent en tribune à ce débat et je voudrais les remercier solennellement pour leur investissement. Ils ont besoin aujourd'hui d'une reconnaissance à la mesure de leur investissement exceptionnel. Ils sont trop nombreux à travailler dans la précarité et à être bloqués dans leur carrière par des statuts d'emploi qui leur interdisent toute
mutation. Monsieur le ministre, je pense notamment aux directeurs des établissements auxquels il faut maintenant offrir enfin la possibilité d'intégrer un corps de la fonction publique. Je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur. Dans la suite du débat, la parole est à madame Céline Brulin. Pour 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après mon collègue Pierre Ouzoulias, je voudrais pour ma part évoquer de manière concrète la réalité de l'enseignement agricole dans ma région, la Normandie, en mentionnant d'abord le budget 2020 qui, après la suppression de 20 postes d'enseignants du public l'an passé, en supprime à nouveau 35. Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir lors de l'examen du projet de loi de finances. Alors même qu'après plusieurs années de recul des effectifs, le nombre d'élèves va augmenter, cette augmentation, souhaitable pour le monde agricole et même pour l'ensemble de notre société, va donc être accueillie par une dégradation de la qualité de l'accueil, avec d'inévitables conséquences sur celle de l'enseignement. Le relèvement des seuils de dédoublement est particulièrement néfaste à nos yeux. Comment imaginer réaliser des travaux pratiques, par exemple, dans de bonnes conditions, avec des effectifs augmentés d'au moins 3 élèves, quand il s'agit, par exemple, de manier des outils dangereux, comme c'est le cas en bac pro travaux paysagers, au lycée horticole de Fauville, par exemple, ou en zootechnie dans le Pays de Bray. Je dis au moins 3 élèves, car ces seuils deviennent désormais indicatifs, et on peut donc facilement imaginer ce qu'il en adviendra sous la pression des restrictions budgétaires malheureusement constantes, avec des problèmes extrêmement concrets, comme celui des salles informatiques, par exemple au lycée agricole d'Évreux, pour citer cette discipline, conçue et équipée pour accueillir 16 élèves et pas plus. On pourrait aussi évoquer les conséquences de la réforme du lycée dans la voie générale agricole. Elle conduit à faire choisir aux élèves 2 enseignements de spécialité et 2 enseignements optionnels spécifiques à l'agriculture, certaines disciplines fondamentales étant d'ailleurs dispensées sous forme optionnelle. Dans les faits, les diminutions de moyens, tant en dotation horaire globale qu'en termes de postes, conduisent à choisir entre enseignement de spécialité et options facultatives. Celles-ci permettent pourtant aux jeunes de se spécialiser dans une discipline, de s'orienter ensuite vers un BTS correspondant et même de rendre plus attractif tel ou tel établissement, ce qui est aussi important dans un certain nombre de nos territoires. Et là encore, comme pour ce qui relève des dédoublements, l'autonomie des établissements renvoie à la salle des profs des arbitrages qui devraient avoir lieu ailleurs, à la DGER notamment, contraignant les enseignants, dans un contexte austéritaire, à choisir entre la pire et la moins pire des solutions, si vous me permettez cette expression. Évoquons aussi les nombreux questionnements concernant la place accordée aux stages professionnels dans le cadre du bac technologique STAV, proposé notamment par le lycée agricole d'Yvetot dans mon département. Sans qu'on en comprenne les motivations pédagogiques, ce stage est détricoté du fait que les 5 semaines peuvent aujourd'hui être saucissonnées en différentes périodes, et surtout, il ne donne plus lieu à évaluation, alors même que ce bac pro donne la capacité d'installation. Une large intersyndicale a eu beau interpeller vos services à de nombreuses reprises sur cette question, rien n'y a fait. J'aimerais aussi évoquer, trop brièvement, les lycées professionnels maritimes qui témoignent de la situation critique dans laquelle nous nous trouvons. Critique car le métier de marin-pêcheur connaît lui aussi une crise de recrutement en partie liée à un manque de considération pour ces formations. Ainsi, depuis 2007, les effectifs de marins-pêcheurs ont chuté de 14% et même dans les familles de marins-pêcheurs, on observe un assèchement des recrutements. En cause, comme le rappelle le récent rapport de notre collègue député Sébastien Jumel, la mauvaise image de la voie professionnelle, mais aussi un maillage insuffisant, avec seulement 12 lycées en France et surtout des moyens qui ne permettent pas d'accueillir des lycéens en pension complète. Cela conduit ces lycées à recruter quasi exclusivement des jeunes présents sur leur territoire, quand beaucoup d'autres, en recherche de formation mais éloignés de ces lieux, pourraient s'y épanouir. Il en va de même pour le contenu des formations dans le cas de la voie professionnelle. Les exigences de la pêche durable, par exemple, ne sont enseignées
que sous la forme de réglementations à respecter ou d'une courte sensibilisation en classe de seconde, alors que cet aspect devrait être partie intégrante de la formation, avec des sorties sur le terrain, des rencontres avec l'Observatoire de la biodiversité marine, par exemple, comme cela se fait dans le BTS Pêche et gestion de l'environnement marin. Voilà donc malheureusement l'ambition du gouvernement pour l'enseignement agricole, à plus forte raison lorsqu'il est professionnel, pour les territoires ruraux où il se situe bien souvent et pour des métiers qui sont pour la plupart en souffrance. L'exemple de la pêche, sur laquelle je me suis attardée ici, car il est trop rarement évoqué, permet de prendre conscience de ce qui se joue, il me semble. Et je voudrais conclure, parce que, pour être juste, Monsieur le ministre, j'ai pointé de récentes décisions, mais évidemment, le manque de considération que connaissent ces enseignements sont beaucoup plus anciens. Et je crois que si on veut entendre le message du monde agricole, qui proteste contre ce que certains appellent l'agribashing, je crois que c'est aussi en redonnant toute son ambition à l'enseignement agricole. Nous y sommes pour notre part déterminés. Nous pouvons faire de nombreuses propositions que je n'ai évidemment pas le temps d'énumérer dans cette courte intervention et nous souhaitons que le débat de cette fin d'après-midi permette de redonner toutes ses couleurs à cet enseignement. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Franck Menonville pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 1850, à Nancy, une statue fut érigée à la mémoire de Mathieu de Dombasle et la place sur laquelle elle se situe porte désormais le nom de ce Lorrain que l'on considère comme le père de l'enseignement agricole. Cet agronome, animé par l'envie de transmettre sa passion, avait bien compris que l'enseignement agricole ne visait pas seulement à améliorer les techniques, mais à augmenter la productivité. Il avait aussi compris que le travail de la terre donnait à l'homme une activité noble par laquelle tout un chacun peut s'élever. C'est dans cet esprit donc que l'enseignement agricole s'est développé en France depuis plus de 2 siècles. Cet enseignement connaît aujourd'hui des formes diverses, du public au privé en passant par les maisons familiales, l'apprentissage et en alternance. Elle constitue un ensemble riche et complémentaire dont la diversité fonde l'excellence de cette filière. Je ne m'intéresserai dans le cadre de ce débat que spécifiquement à l'enseignement professionnel public, plus directement dépendante de votre action, monsieur le ministre. La loi attribue à cet enseignement différentes missions qui vont bien au-delà de la seule formation scolaire et professionnelle. Elle doit contribuer à l'animation du territoire, à la coopération internationale et à l'expérimentation et à l'insertion. C'est-à-dire l'importance que la puissance publique lui confère, mais aussi et surtout la responsabilité qui incombe aux acteurs de terrain qui le font vivre au quotidien dans nos territoires. La France, en tant que première agriculture européenne, doit savoir évoluer pour conserver sa place sur les marchés internationaux, alors même que d'autres modes de consommation et d'autres types de besoins émergent. L'évolution de l'agriculture face à l'évolution du climat, face aux impasses techniques et technologiques, face aux limites de l'efficacité de la chimie, avec le développement du bio, de l'agroécologie et des marchés de proximité, oblige tous ces acteurs à s'adapter, adapter les savoirs, les pratiques pour préparer aujourd'hui nos agriculteurs au monde de demain. Ces évolutions s'avèrent déterminantes par les acteurs de ce secteur. Elle impose de nouvelles exigences en matière d'innovation technique et d'adaptation technologique, et donc de ce fait pédagogique. Nouveaux besoins, nouveaux publics, nouveaux savoirs. L'enseignement professionnel, à l'image du secteur, devra nécessairement évoluer pour perdurer et maintenir son attractivité et son excellence. Si une grande partie du travail échoit directement aux professionnels, les pouvoirs publics ont évidemment un rôle important à jouer. À mes yeux, il doit prioritairement travailler sur 2 axes. Le premier, un axe qui concerne le développement de nouvelles formations. Il s'agit là de faire preuve de plus de souplesse et de réactivité pour s'adapter plus rapidement aux évolutions du marché et aux besoins des acteurs économiques. Ainsi, pour prendre l'exemple sur mon territoire de l'EPL Agro de la Meuse,
a développé donc une formation méthanisation en partenariat avec l'ENSAIA de Nancy. C'est une belle construction partenariale demandée et nécessaire à la fois pour les territoires et les professionnels. Cette agilité est une spécificité importante de l'enseignement agricole. Le second axe de travail concerne le renforcement des moyens consacrés à l'enseignement agricole. Il s'agit d'une contrepartie indispensable à l'accompagnement des mutations de notre agriculture, à sa diversification, à sa quête de la valeur ajoutée et surtout à la nécessité d'assurer le renouvellement des générations. Ce dernier point me semble essentiel quand on sait qu'un agriculteur sur deux a plus de 55 ans. L'accueil du public hors cadre familial est donc indispensable pour assurer l'avenir de notre agriculture. Donc en conclusion, investir dans l'enseignement professionnel agricole, c'est investir tout à la fois dans notre souveraineté alimentaire, dans la transition écologique et dans la cohésion de nos territoires. En ce début du XXIe siècle, alors que l'humanité fait face à de nouveaux défis, je crois qu'il est essentiel de se souvenir donc du message de Mathieu de Dombasle, je cite, « L'enseignement agricole est avant tout un enjeu de transmission dans laquelle l'humain joue un rôle central. » Dans cette optique, l'enseignement professionnel agricole doit contribuer à ce que notre société renoue un lien apaisé avec son agriculture, qui en a bien besoin actuellement. Merci. La parole est à Madame Dominique Vérien pour 4 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Rendre un service, donc il n'y a pas de problème. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord remercier le groupe CRCE pour avoir demandé un débat sur un sujet aussi important que celui de l'enseignement, de l'avenir de l'enseignement agricole. En effet, l'enseignement agricole a plusieurs particularités, dont celle de former nos futurs agriculteurs, mais pas que, car de bien nombreuses spécialités sont enseignées, permettant d'acquérir des diplômes allant du CAP au diplôme d'ingénieur, en passant par le bac pro, le bac général ou le BTS. Mais lorsqu'on se penche sur l'enseignement agricole, ce ne sont pas les formations prodiguées qui apparaissent comme faisant la différence avec l'éducation nationale, mais plutôt le modèle d'organisation de cet enseignement. L'internat, par exemple, qui y est fortement développé, source de brassage social, propice au travail studieux, mais aussi à la camaraderie. Des liens se tissent à l'internat qui créeront une complicité au long cours pour les élèves. Les professeurs à l'école aussi, qui y passent leur journée, leur semaine à disposition des élèves. Les maisons familiales rurales sont encore une autre forme de cet enseignement qui permet à des élèves qui ne se sentent pas à leur place dans l'enseignement général ou dans l'éducation nationale de se retrouver en famille, encadrés, guidés, accompagnés vers la réussite. Malheureusement, le critère d'âge des stages dans l'enseignement professionnel limite aux enfants de plus de 14 ans l'accès à ces maisons, alors qu'elles disposent de classes de 4e dans lesquelles ils pourraient entrer à 13 ans, mais auxquelles ils n'auront pas accès faute de quelques mois. On les renvoie alors à leur échec scolaire en attendant qu'ils aient l'âge de s'en sortir. Autant de sujets qui rendent cet enseignement indispensable pour la diversité des modes d'enseignement et pour la réussite du plus grand nombre de nos jeunes. Mais voilà, la réussite de cet enseignement, si elle n'est pas limitée aux secteurs ruraux, s'y trouve tout de même principalement. Et c'est là que le bas risque de blesser dans la filière de l'apprentissage. En effet, les régions contribuaient souvent, dans le cadre de l'aménagement du territoire, à faire vivre des petits CFA loin des centres urbains.
Les régions vont continuer à aider, certes, mais rarement au même niveau. C'est ainsi que le CFA de Champignelles dans l'Yonne, et je salue ma collègue Noëlle Rossan, qui sait bien de quel sujet je parle, devrait fermer ses portes prochainement. D'autant que ce CFA doit affronter une autre difficulté. Il n'aura bientôt plus d'apprentis dans nos communes, celles-ci ayant à financer 50% du coût de la formation depuis que la région n'a plus la compétence. La réussite de cet enseignement réside aussi dans la qualité de ses enseignants. Or, notamment dans le secteur privé de l'enseignement agricole, vous vous étiez engagé, Monsieur le ministre, à revaloriser la grille indiciaire des enseignants agents de catégorie 3 et d'ouvrir le concours plus largement. Or, rien dans le projet de loi de finances 2020 quant à la revalorisation et seuls 50 nouveaux postes au concours. Alors oui, l'enseignement agricole est inventif, l'enseignement agricole est un esprit d'équipe, c'est une force de renouvellement, et je ne doute pas qu'avec cette force et ses atouts, ils sauront faire face à ces bouleversements. Mais cela ne se fera pas sans votre aide, et votre soutien est indispensable, Monsieur le ministre, car l'avenir de l'enseignement agricole, c'est l'avenir de nos enfants et de leur réussite. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Boyer pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, l'enseignement agricole a une véritable histoire avec des missions qui lui sont propres. C'est un enseignement général et technique qui comprend à la fois des stages en exploitation et une ouverture socio-culturelle. L'enseignement agricole privé occupe aussi une place importante dans le dispositif et l'offre éducative. Enfin, les maisons familiales rurales représentent une vraie spécificité avec des formations par alternance. L'enseignement agricole a su montrer ses facultés d'adaptation à l'évolution de l'agriculture, à sa modernisation tout au long du XXe siècle. Il a évolué avec la révolution technique, le passage du travail avec le cheval et attelage à une mécanisation poussée, parfois exagérée. Or, depuis une vingtaine d'années, un décalage, une fracture s'est créée entre l'évolution de la société et l'adaptation de l'enseignement agricole. La société est téléguidée vers une image de l'agriculteur, pollueur, voire criminel, avec l'utilisation notamment des réseaux sociaux comme canal de communication au service d'une définition outrancière du bien-être animal et d'une alimentation bio et durable. Alors, bien sûr, certains médias mettent l'accent et dénoncent les dérives et les abus. Mais l'agriculteur aime son travail, aime ses animaux et est passionné par son métier. Or, l'agribashing développé par notre société porte aujourd'hui un vrai préjudice à la profession agricole ainsi stigmatisée. L'enseignement agricole s'en trouve modifié et dogmatisé vers des filières environnementalistes et en décalage avec une grande partie de la profession agricole. Or, pour rester attractif, l'enseignement agricole doit rester ouvert à tous les types d'agriculture. Il y a une trentaine d'années, 90% des élèves étaient d'origine agricole et rurale avec un véritable projet d'installation. Aujourd'hui, nous ne sommes plus environ que 30%. Bien sûr, 70% sont sensibilisés aux notions agricoles, mais pas au milieu agricole et à son environnement naturel. L'enseignement agricole a formé ces dernières années des jardiniers de la nature qui viennent malheureusement gonfler les chiffres des demandeurs d'emploi. L'agriculture dite conventionnelle doit reprendre sa place dans le dispositif éducatif, tout en intégrant bien sûr les éléments du développement durable. L'enseignement agricole doit retrouver ses lettres de noblesse qui conduisent à l'installation de jeunes agriculteurs pour toutes les agricultures. Former des jeunes agriculteurs véritables chefs d'exploitation, véritables chefs d'entreprise, compétents en gestion et en technologie. Les établissements agricoles, lycées professionnels publics ou privés, les maisons familiales rurales sont de véritables outils d'aménagement du territoire. Leurs objectifs pédagogiques sont centrés sur les productions et spécificités régionales. Par exemple, établissement à filière viticole dans le Bordelais et en Alsace, établissement à filière laitière, fromagère, production animale dans le Massif central et dans les Alpes. Ce potentiel de richesse pédagogique régionale, locale, doit être renforcé, valorisé et ainsi donner une véritable plus-value à l'enseignement agricole. De ce fait, il est incontournable aujourd'hui de revoir les fondamentaux de l'enseignement agricole afin de lui donner un avenir adapté aux réalités. Notre agriculture a vocation à nourrir la planète, certes,
Donc il y a nécessité à valoriser les filières essentielles, laitières, fromagères, bovines, ovines, les circuits courts, viticoles, etc. Notre agriculture est une des meilleures au monde, si ce n'est la meilleure. Alors arrêtons cet agribashing destructeur qui a de fortes conséquences sur l'avenir de l'enseignement agricole et la formation des jeunes. L'enseignement agricole a toujours été à la pointe concernant l'évaluation des jeunes. Le contrôle continu au bac existe depuis 15 ans dans l'enseignement agricole. L'éducation nationale n'a rien inventé dans la réforme du bac et très souvent a copié les innovations pédagogiques de l'enseignement agricole. Donc cet enseignement et ces enseignants ont la capacité d'effectuer une mutation profonde pour conserver leur capacité d'innovation, rester attractifs pour les jeunes, ne pas s'imposer une image écolo radicale, retrouver les fondamentaux. L'enseignement agricole doit se recentrer sur ses missions premières d'éducation à l'agriculture sans se perdre dans des dogmes. C'est à ce prix que le système éducatif agricole conservera ses spécificités et son indépendance, sinon il perdra son cœur de métier et il finira comme une annexe de l'éducation nationale. La parole est à Monsieur Patrice Joly pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quel avenir pour l'enseignement agricole? Il s'agit là d'un sujet important, d'autres l'ont dit avant moi, à la fois pour les territoires ruraux, mais également pour l'ensemble du pays au regard des enjeux auxquels nous sommes confrontés, mais également au regard des perspectives que nous offre l'agriculture urbaine. Mais de quoi parle-t-on? De 200 000 élèves à la rentrée scolaire dernière, de 800 établissements publics et privés dispensant des formations initiales, des formations permanentes et des formations par alternance. Il s'agit du second secteur éducatif français accueillant collégiens, lycéens, étudiants, apprentis. Nous voyons bien qu'il s'agit là d'un sujet important, mais qui est rarement inscrit dans le débat public. Et donc, je voudrais remercier nos collègues pour l'avoir mis à l'ordre du jour. Il s'agit d'un secteur éducatif en forte évolution sur différents aspects. Les fortes modifications actuelles et futures des métiers agricoles et plus généralement des métiers des territoires, la mixité, voire la parité désormais atteinte dans la mesure où près de 50% des élèves accueillis sont de sexe féminin, le recrutement au sein des familles agricoles qui représentait 4 élèves sur 10 dans les années 80, c'est aujourd'hui ce recrutement élargi puisque les enfants d'agriculteurs ne représentent plus qu'un enfant sur 10 aujourd'hui. Quels sont les enjeux de cet enseignement aujourd'hui? S'agissant des métiers de l'activité agricole, les formations doivent permettre de favoriser la reprise des exploitations qui constitue un des enjeux majeurs en accueillant notamment des néo-agriculteurs. Faire face à l'adaptation nécessaire des systèmes de production compte tenu de l'évolution des attentes de la société, c'est-à-dire produire plus en qualité qu'en quantité pour garantir une alimentation saine et de qualité, s'appuyant sur l'agronomie plus que sur la chimique, participant aussi à l'invention d'un nouveau modèle alimentaire. Accompagner les nouvelles formes de commercialisation des productions en favorisant l'économie circulaire, intégrer les attentes de nos concitoyens dans la prise en compte du bien-être animal, prendre en compte la multifonctionnalité de l'agriculture en intégrant les enjeux environnementaux dans les pratiques agricoles, c'est-à-dire notamment la biodiversité, l'eau, les paysages, mettant ainsi en œuvre le nouveau paradigme de l'agroécologie. Il s'agit également de s'adapter aux évolutions climatiques et de saisir les opportunités en matière d'énergie renouvelable à partir de la biomasse. À cela s'ajoute le développement de la numérisation, de l'automatisation, mais également de l'utilisation de l'intelligence artificielle. À côté des métiers agricoles, s'agissant des métiers des territoires ruraux, de manière plus large, les établissements d'enseignement constituent très clairement des outils de développement local à travers les compétences qu'ils dispensent, mais également à travers leur capacité à participer à la conception et à la mise en œuvre des projets territoriaux. Au-delà de l'agriculture, il est donc nécessaire qu'ils adaptent les formations aux caractéristiques de leur territoire afin de favoriser la mise en œuvre de leur potentiel. Ces établissements offrent également des formations nécessaires pour répondre aux besoins croissants des territoires en matière de services à la personne, en matière d'aménagement de l'espace ou en matière de développement économique et notamment touristique.
Sur un autre plan, il faut noter que pour les territoires éloignés des centres universitaires, il favorise l'accessibilité pour certaines catégories sociales à des formations universitaires. Il participe ainsi à la réduction des fractures sociales et territoriales. Au-delà, on peut même considérer qu'il offre l'enseignement agricole des voies de promotion sociale et d'insertion professionnelle. Il faut rappeler que plus de 8 élèves sur 10 trouvent rapidement un travail à l'issue des formations. Quels sont les challenges que doit relever l'enseignement agricole pour qu'il tienne les promesses attendues? Il faut qu'il continue à s'adapter aux évolutions des savoirs nécessaires et renforcer ses capacités à expérimenter. Il faut promouvoir les formations proposées et faire connaître les gisements d'emplois importants qui existent dans le domaine agricole et dans les métiers des campagnes. Et pour ce faire, il faut que l'enseignement agricole dispose de moyens suffisants, budgétaires, bien sûr. Or, à cet égard, il faut bien reconnaître que les crédits accordés à l'enseignement agricole au cours de ces dernières années sont en réduction. C'est encore le cas dans les crédits figurant dans le projet de budget 2020. Il en résulte qu'aujourd'hui, les établissements sont confrontés à de réelles difficultés financières, alors même que de nombreuses exploitations tenues par ces établissements ont besoin de réorganisation et de recapitalisation. Les dotations globales horaires qui ont diminué ont été compensées par le relèvement des effets de seuil, ça a déjà été dit, ce qui ne peut être que négatif sur la qualité de l'enseignement dispensé. Les perspectives ne sont pas encourageantes puisqu'il semblerait envisager la poursuite de ces réductions de 2% par an jusqu'en 2022. De plus, la réforme de l'apprentissage, avec une large ouverture au privé, est de nature à renforcer les difficultés financières des établissements publics qui accueillent 75% des apprentis. Les CFA situés dans les zones rurales se trouvent à cet égard particulièrement fragilisés. Il y a un risque d'abandon des territoires. S'agissant des moyens humains... Il faut conclure, chers collègues. Ils ont été évoqués. Les chefs d'établissement attendent toujours un statut en rapport avec leur responsabilité, ce qui est très préjudiciable en matière de turnover constaté. S'agissant des établissements, le statut autonome doit être maintenu et les missions polyvalentes qui leur sont confiées doivent être renforcées. Il s'agit bien là de l'originalité de l'enseignement agricole. En conséquence, il apparaît évident que l'enseignement agricole peut participer fortement au renouveau des campagnes françaises que l'on constate et dont témoigne la croissance démographique des territoires ruraux qui est plus importante que la moyenne nationale. Il faut même vraiment si conclure. dans un certain nombre de territoires, la désertification n'est pas encore jugulée. Ce renouveau des campagnes Chers collègues, correspond aux vraiment là, vous attentes avez de nos dépassé de plus concitoyens d'une minute. que nous constatons Non. dans différents sondages. Je vais devoir au cours donner de ces la dernières parole. années. Je vous remercie. Je vais donner la parole à monsieur Henri Cabanel, qui va respecter ses 7 minutes, j'en suis convaincue. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Notre agriculture manque de bras. La situation est tendue. 70 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues et les agriculteurs font de plus en plus appel à des sociétés qui font travailler de la main-d'œuvre étrangère. Pourtant, le ministère de l'Agriculture arbore des chiffres d'effectifs dans les établissements d'enseignement agricole toujours satisfaisants. 800 établissements privés publics, 195 000 élèves, étudiants et apprentis. Cherchez l'erreur. La réalité est en fait tronquée. Depuis plus d'une décennie, la filière des services à la personne a supplanté les filières de production. Parfois, certains lycées agricoles n'ont d'agricole que de leur nom. En plus des formations de services à la personne, suivies à 90% par des filles, on y trouve des formations paysagères, certes plus chic, des formations de soigneurs d'animaux ou d'hypologie, certes plus gentleman farmer. Derrière ces changements de formation, vous l'avez compris, se cachent des enjeux d'image. Il reflète également la mutation de notre ruralité, qui est de moins en moins agricole et où les filles et les fils de paysans ne veulent plus reprendre les exploitations et désertent donc ces filières avec seulement, ça a été dit, un élève sur 10 qui est un fin d'agriculteur. Se poser la question de l'avenir de l'enseignement agricole, c'est donc inévitablement se poser la question de l'avenir de notre agriculture et de son attractivité pour les jeunes. Le contexte tout d'abord. Les lycées agricoles, qui se distinguent des autres lycées professionnels sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, ont notamment pour mission de participer à l'animation et au développement des territoires. En 1984, date de la loi Rocard, cet enjeu avait toute sa portée car les lycées agricoles formaient majoritairement des enfants d'agriculteurs ou des jeunes qui voulaient le devenir. Aujourd'hui, la donne a changé puisqu'ils forment à d'autres métiers que la production agricole.
Cela entraîne des conséquences pointées notamment par le Conseil national de l'enseignement agricole privé. Ces responsables indiquent que l'avenir de l'enseignement agricole sera pleinement pris en compte par les acteurs locaux quand sera mieux reconnue sa capacité de satisfaire certaines des politiques publiques territoriales. Il s'agit de changer de regard et de considérer désormais les lycées agricoles comme des partenaires des politiques publiques territoriales en leur donnant les moyens de réaliser cette interface entre monde économique, population et éducation des jeunes ou des adultes en formation continue. Ces lycées sont des centres de ressources pour les territoires. Et ceci me semble essentiel. Il est primordial de coller aux besoins des territoires, car ce sont leurs mutations démographiques, sociologiques, économiques, paysagères, environnementales qui impactent directement l'avenir de l'enseignement agricole. Sous la houlette du ministère de l'Agriculture, les experts ont planché sur le thème en juillet dernier. Ils ont élaboré 4 scénarios à l'horizon 2030. Premier scénario, dualité entre rural et urbain. Le second, une économie verte. Le troisième, la politique du moins cher. Le quatrième, le lien social. Tous présentent des caractéristiques communes. La capacité à l'encadrement d'équipes car le salariat va se développer, les circuits courts, les métiers de la médiation, le conseil en agroécologie, les compétences en analyse de données, la e-maintenance, la compétence prédictive, les métiers de la qualité. Autant d'horizons pour demain. Mais à quoi serviront nos techniciens agricoles, nos ingénieurs agro, nos experts en organisation si notre agriculture se meurt? Quel avenir pour ces diplômés? On en revient donc à la question préalable de l'avenir de notre agriculture, car on ne maintiendra pas une agriculture sans agriculteurs. Et nous les perdons, c'est une réalité, avec une baisse du nombre d'exploitations et d'exploitants, avec l'artificialisation des sols, avec un suicide d'agriculteurs chaque jour, avec les normes toujours plus contraignantes, avec la lourdeur administrative, avec la pression de la concurrence sur un marché mondialisé, avec les aléas climatiques et sanitaires, avec un prix d'achat non rémunérateur. La véritable question est comment redonner une image attractive à ce métier. Que dire aux jeunes pour leur donner l'envie de s'installer? Comment inciter l'éducation nationale à valoriser cette filière dans ces conditions? Je rappelle à cet instant que la réussite au bac dans les lycées agricoles est supérieure aux taux nationaux. Un exemple, 93,2% comparé à 81,8% au bac scientifique. J'ai interrogé des jeunes de mon département, des responsables de lycées professionnels également. Tous pointent l'image déplorable du secteur complètement décrédibilisé. Aujourd'hui, si tu dis que tu vas en formation agricole, c'est que tu n'es pas bon à l'école. Une proviseure a confirmé en indiquant que les filières paysagères ou de soins de chevaux plaisent plus, car le métier paraît moins dur et l'image bien meilleure. Quel désastre! Comment sommes-nous arrivés à ce point de dénigrement de notre agriculture? En 2006, dans son rapport d'information, notre collègue Françoise Férat introduit son travail par ces mots. Votre rapporteur a pu se creuser au fil des années le décalage entre les discours et la situation sur le terrain. En effet, au-delà des préoccupations budgétaires devenues centrales ces dernières années, un climat de malaise s'installe peu à peu chez l'ensemble des acteurs et partenaires de l'enseignement agricole. Elle émet donc quelques préconisations comme ne plus tenir d'enseignement agricole à l'écart des procédures d'orientation des élèves, promouvoir une image plus moderne et attractive des filières et des métiers. 13 ans plus tard, les préconisations pourraient être les mêmes, car si l'enseignement agricole a su adapter le contenu des formations aux mutations des territoires, un tiers aménagement paysager, un tiers service à la personne, un tiers la production, il s'est adapté malheureusement surtout à la baisse de l'activité agricole pour pallier son déficit d'élèves dans ces filières. Nous sommes tous co-responsables de cette baisse d'attractivité, agriculteurs, organisations professionnelles, syndicats, éducation nationale. Nous avons tous lâché prise et nous sommes arrangés pour que l'enseignement agricole survive. L'Occitanie a su renverser cette tendance en ayant une politique de cohérence sur l'analyse des formations et de leur implantation, en concertation notamment avec les chambres d'agriculture. Les vraies réponses à l'avenir d'un enseignement redevenu agricole passera par forcément un travail sur la juste rémunération des agriculteurs, car notre agriculture répond à des enjeux transversaux et fondamentaux pour coller à l'attente sociétale. Santé publique, environnement, économie, aménagement du territoire, évolution des goûts des consommateurs. Il faut donc absolument penser notre politique agricole et son enseignement de la production à une stratégie à la hauteur de ces enjeux et sans donner les moyens budgétaires, bien entendu. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Antoine Karam.
Pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à quoi ressemblera le lycée agricole de 2040 ? En tant que rapporteur sur les crédits de l'enseignement technique agricole, je remercie nos collègues du CRCE de nous inviter à nous pencher sur cette question. Alors, je vais commencer par un regard que je veux positif. Fruit de la longue tradition, l'enseignement agricole n'a plus et ne pourrait plus avoir la même vocation qu'hier. Il est devenu un enseignement en prise avec les défis émergents. De l'information donnée aux consommateurs à la question du glyphosate, en passant par celle du bien animal, du bio ou encore de l'épandage des pesticides à proximité des habitations, nous le voyons, l'agriculture et par extension l'enseignement agricole se trouvent à la croisée des profondes préoccupations sanitaires et environnementales. L'enseignement agricole ne regarde pas le train passer pour autant. Aujourd'hui, 4 élèves sur 10 étudient les services à la personne. Ce fait marquant résume les profonds changements de l'enseignement agricole au cours de ces dernières décennies. Une évolution qui reflète, elle aussi, celle du monde rural, où le poids des agriculteurs recule. Seuls 12% des élèves sont enfants d'agriculteurs, alors qu'ils constituaient plus de 40% des effectifs 30 ans plus tôt. De même, les élèves sont de plus en plus jeunes et la parité est désormais engagée. À cet égard, le budget pour 2020 intègre pour la première année un indicateur d'égalité femmes-hommes qu'il convient de saluer. Il s'engage également dans l'école inclusive. Enfin, et c'est là une évolution essentielle, la passerelle vers l'enseignement supérieur est de plus en plus empruntée. Plus de 30% des diplômés d'un bac pro poursuivent désormais leurs études en BTSA. L'enseignement agricole jouit aussi d'un taux d'insertion professionnelle nettement plus élevé que la moyenne nationale. Si on ajoute les taux de réussite aux examens passant la barre des 85%, cette filière apparaît comme un choix séduisant pour les élèves. Alors mes remarques, quelles sont-elles pour améliorer la situation ? Nous le savons, les effectifs ne sont pas à la hauteur des espérances et l'enseignement agricole reste miné par un réel manque d'attractivité à chaque examen budgétaire. Je rappelle ici l'impérieuse nécessité de rompre avec l'idée répandue selon laquelle l'enseignement agricole serait une voie de garage réservée aux jeunes en situation d'échec. Il est sans nul doute une école de la deuxième chance incroyable, mais il est aussi et surtout une filière d'excellence. Les raisons de ce manque d'attractivité sont connues. Implantation traditionnelle de l'enseignement agricole dans des régions en baisse démographique et, à contrario, une sous-représentation où la demande existe. Et surtout, enfin, un défaut de notoriété auprès de nos jeunes. Combien de collégiens savent que l'on peut devenir ingénieur en intégrant une salle de première technologie agricole ? Combien savent qu'un élève de terminale professionnelle agricole a 59% de chances de trouver un emploi contre 42% pour son homologue de l'éducation nationale, et je parle en connaissance de cause par rapport à mon territoire, la Guyane. Pour répondre à cette problématique, vous avez lancé, monsieur le ministre, la campagne de promotion « L'aventure du vivant » à l'occasion du dernier salon de l'agriculture. Peut-être pourrez-vous nous dire quelques mots sur les résultats attendus de cette campagne ainsi que sur la manière de mieux communiquer sur la diversité des métiers auxquels prépare l'enseignement agricole. Car on ne le dit pas assez suffisamment. L'enseignement agricole, c'est l'accès à plus de 200 métiers dans le domaine de l'agriculture et de la nature et à 280 exploitations et ateliers sur tout le territoire. C'est aussi la possibilité de poursuivre des études allant de la 4e au doctorat et d'embrasser des carrières de vétérinaire, de paysagiste, mais aussi des métiers allant de l'agriculture au numérique. C'est le cas dans le secteur de l'agroéquipement. Par ailleurs, l'enseignement agricole est pleinement engagé dans la mise en œuvre des réformes du baccalauréat général et technologique, de la voie professionnelle et de l'apprentissage. Les établissements, il faut qu'on vérifie tout ça, pourront désormais élaborer l'offre de formation la plus adaptée aux spécificités locales. C'est là le point essentiel sur lequel je veux insister. Cet enseignement doit jouer un rôle prépondérant dans la valorisation de nos territoires en s'articulant autour de projets locaux. Je pense bien évidemment aux zones rurales, mais pas seulement. Il constitue aussi un levier incontournable pour tendre vers l'autosuffisance alimentaire des territoires d'outre-mer, tournés depuis trop longtemps vers l'importation. À cet égard, l'accord conclu en 2018 avec les familles de l'enseignement privé
pour leur financement est fondamentale. Accueillant 60% environ des élèves, les établissements privés sont une composante majeure de l'enseignement agricole, dont ils contribuent au rayonnement et au dynamisme. Il s'agit également de leur donner les moyens et de leur développement, alors qu'il existe dans de nombreux territoires d'importants besoins. Signe que l'enseignement agricole tend à s'adapter aux enjeux de notre société. L'année 2020 sera marquée par la mise en œuvre du plan Enseigner à produire autrement, axé pour l'essentiel sur les transitions et l'agroécologie. Cependant, être en prise avec les défis d'aujourd'hui, c'est également mieux armer les futurs agriculteurs. Par-delà les attentes des consommateurs, l'acte de production devient lui aussi de plus en plus complexe en raison des réglementations changeantes, des pratiques techniques pointues et des incertitudes économiques. C'est pourquoi l'enseignement agricole doit mieux préparer ceux qui se destinent à la gestion d'une exploitation. La volatilité des prix, la gestion des risques ou encore l'agriculture numérique sont autant de sujets sur lesquels il nous faut sensibiliser les étudiants. Dans le prolongement, et je m'interroge, Monsieur le ministre, sur l'installation des jeunes agriculteurs, les établissements ne doivent-ils pas prendre toute leur part dans ce processus? Je pense en particulier aux territoires ultramarins où, nous le savons, la question foncière est un nœud gordien. Monsieur le ministre, l'enseignement agricole doit sortir d'une logique de conservation et de repli pour entrer dans une logique d'expansion. Alors que nous nous interrogeons sur son avenir, je crois qu'il nous faut prendre conscience que la manière dont nous nous investirons dans l'enseignement agricole déterminera en partie l'avenir de notre société. Comme toujours, je veux être optimiste. Je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur. La parole est à madame Annick Billon. Pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, traiter de l'enseignement agricole, c'est avant tout s'enquérir de l'agriculture de demain. Avec près de 75% des apprentis dans 806 établissements scolaires, l'enseignement agricole, public et privé, filière d'excellence, tient une place essentielle dans le développement de l'apprentissage. Or, les récentes réformes, que ce soit celles de l'apprentissage ou celles du baccalauréat, sont porteuses de profondes mutations pour ce secteur. La réforme de l'apprentissage prévue par la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel propose ainsi un véritable choc de simplification. Si celui-ci est bienvenu, il pose également, et c'est le propre de toute réforme, de nouvelles difficultés. En effet, alors que les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 au sein des entreprises de moins de 250 salariés qui préparent un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac verront leurs aides rassemblées et revalorisées, l'aide pour les diplômes supérieurs a quant à elle été supprimée. Or, aujourd'hui, le diplôme le plus recherché de la filière agricole est le BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise agricole, dans la mesure où il permet l'embauche de salariés hautement qualifiés et offre des perspectives de reprise d'installation à terme. Dès lors, la suppression des aides fléchées pour les TPE vers les diplômes post-bac risque de pénaliser une profession qui cherche pourtant à monter en compétences. Un autre questionnement voit également le jour à la faveur de cette réforme. Le développement, certes souhaité, de l'apprentissage conduira les lycées à développer des classes mixtes mêlant apprentis et élèves en voie scolaire. Si aujourd'hui, les enseignants sont ouverts à cette éventualité, en dépit de contraintes pédagogiques supplémentaires, de nouvelles difficultés pourraient alors apparaître dans la mesure où les enseignants ne sont pas habilités statutairement à intervenir auprès d'apprentis. Il est donc à craindre que, dans un avenir proche, cette situation soulève de nouveaux obstacles qui n'ont pour l'heure pas été pensés. Enfin, je souhaiterais évoquer la question de la réforme du baccalauréat général. Cette réforme a permis, je le rappelle, de regrouper les filières S, ES et L. Ainsi, les élèves issus de filières générales pourront désormais choisir parmi 12 enseignements proposés, 3 spécialités en première, puis 2 en terminale. Cependant, parmi ces 12 enseignements, les lycées agricoles ne peuvent quant à eux n'en proposer que 3. Les mathématiques, la physique-chimie, ainsi que la biologie-écologie.
Cette restriction risque encore une fois d'accroître la déperdition d'élèves s'orientant vers les filières agricoles et, à terme, mettre en danger l'existence même de celles-ci. En effet, de nombreux jeunes, incertains quant à leur orientation, et ils représentent 50% des élèves détenteurs d'un baccalauréat, préféreront s'orienter vers des filières proposant un plus large choix d'enseignement. Sans pour autant réclamer le même nombre de choix de disciplines, les lycées agricoles souhaiteraient à minima donner la possibilité à leurs étudiants de suivre des enseignements tels que les sciences économiques et sociales ou encore le numérique et sciences informatiques, qui s'inscrivent en totale cohérence avec la révolution technologique du monde agricole et des métiers de l'agriculture de demain. Rappelons que l'enseignement agricole, contrairement aux idées reçues, n'a pas uniquement pour vocation de former des agriculteurs et des éleveurs. Au vu de toutes ces interrogations, pouvez-vous m'indiquer, Monsieur le ministre, si votre gouvernement a pris en considération ces problématiques et, le cas échéant, si des ajustements sont prévus? Je souhaiterais également, puisque j'ai plus tellement de temps, remercier notre collègue Pierre Ouzoulias pour avoir demandé ce débat qui est tout à fait d'actualité, puisqu'on parle souvent d'agri-bashing et on devrait plus parler de l'avenir de l'agriculture. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci. La parole est à Madame Anne-Marie Bertrand pour 4 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'agriculture d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et celle d'aujourd'hui ne sera pas sans doute celle de demain. Quelle agriculture voulons-nous? Quel rapport à l'environnement voulons-nous? À la consommation? Pour répondre à ces questions, l'enseignement agricole jouera un rôle décisif. Les défis sont nombreux. Comment mieux appréhender les aléas climatiques, les crises sanitaires? Et puis, il faut, et c'est important, que l'ensemble de nos exploitations puissent tirer bénéfice de nouvelles technologies, notamment avec l'utilisation des data, des drones ou encore de la méthanisation. Bref, pour produire différemment, il faudra être capable d'enseigner différemment. Et oui, Monsieur le Ministre, cela a un coût qu'il faut être capable d'assumer dès maintenant. L'enseignement agricole a longtemps fait preuve d'une forte capacité d'adaptation avec des offres de formation de plus en plus variées. Néanmoins, aujourd'hui, il est important de mieux structurer et articuler ces offres, notamment en renforçant les passerelles avec l'enseignement dit général. C'est d'autant plus important qu'il y a de plus en plus de reconversions professionnelles. Cette multitude d'offres nous oblige à une plus grande visibilité sur les différents parcours et leurs débouchés. L'enseignement agricole va du CAP à la licence. Cela concerne bien sûr les céréaliers, les éleveurs, mais pas seulement. C'est aussi le BTS gestion et maîtrise de l'eau, le paysagisme, bien sûr, ou encore l'agroalimentaire. Il suffit, pour se rendre compte de cette diversité, de consulter le site L'Aventure du Vivant. Cependant, encore faut-il connaître ce site. Une meilleure communication est nécessaire afin que ces formations ne soient plus connues que par une poignée d'initiés, souvent d'ailleurs eux-mêmes issus du milieu agricole, mais bien par l'ensemble de nos étudiants. Près de 80% des élèves diplômés ne seront pas eux-mêmes agriculteurs à proprement parler. C'est dire à quel point le monde agricole est vaste. Les conseillers d'orientation doivent être mieux informés, tant il existe des formations spécifiques dans chaque région. C'est important de mener cette démarche, car avec le temps se posera la question du manque d'enseignants. Il faut savoir que nous utilisons déjà la télétransmission de cours, et je pense notamment aux étudiants en licence professionnelle à Rodilhan, près de Nîmes, qui suivent en direct des cours dispensés depuis l'université Clermont-Auvergne. Monsieur le ministre, il serait inconscient de penser
que notre situation géographique suffit à elle seule pour faire de la France une grande nation agricole. Cet héritage n'existerait pas sans eux, mais qui ont su apprivoiser nos terres. Nous devons être à la hauteur de cet héritage et donner aux jeunes agriculteurs toutes les clés à la compréhension des enjeux économiques, climatiques et même démographiques du XXIe siècle. Enfin, je tiens à profiter de cette prise de parole pour souligner le formidable travail des maisons familiales, notamment celle d'Eyragues, qui doit beaucoup à l'aide que lui accorde le département. Et je sais que ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire national. En somme, Monsieur le ministre, l'agriculture de demain se prépare aujourd'hui et il s'agit de s'en montrer à la hauteur. Je vous remercie. Merci, Madame la sénatrice. La parole est à Madame Marie-Pierre Monnier. Pour 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'enseignement agricole dans notre pays est exemplaire et pourtant nous n'en parlons presque jamais. Celles et ceux qui le font ont du mal à être audibles et il est trop souvent le grand oublié des réflexions sur l'éducation. Je me réjouis donc que nous ayons ce débat, merci au groupe CRCE, et j'espère que nos échanges auront un écho important en dehors de cet hémicycle, car les enjeux sont immenses. L'enseignement agricole permet une rencontre comme il n'en existe nulle part ailleurs, entre enseignement général, technologique et professionnel, apprentissage, formation continue et même enseignement supérieur. Ce sont aussi des effectifs réduits qui permettent un apprentissage dans de meilleures conditions et un lieu de prédilection pour le développement de pédagogies innovantes qui font la fierté de ce modèle français, le tout avec un excellent taux d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, l'enseignement agricole est à la croisée des chemins. Il est en première ligne face aux grands défis que notre agriculture doit relever, réussir la transition agroécologique et assurer la relève de toute une génération. Je crois que nous en sommes désormais toutes et tous convaincus. La transition agroécologique doit avoir lieu. Nous devons réussir à réinventer notre modèle agricole pour répondre aux besoins de la nécessaire transition écologique et envisager un modèle économique et alimentaire viable en accompagnant et en soutenant pleinement nos agricultrices et nos agriculteurs. Dire cela, c'est bien, mais dire cela sans se pencher en profondeur sur l'enseignement agricole dans notre pays, sur la formation et sur les innovations qui naissent dans ces filières, cela n'aurait aucun sens. Nous savons que les actrices et les acteurs qui le font vivre sont préparés à relever ce défi et donnons-leur les moyens de le faire. Comme pour de nombreux sujets, c'est grâce à l'école que des grandes batailles se gagnent. Ne ratons pas le coche. Ce n'est pas le seul défi important à relever. La décennie qui vient va connaître un grand nombre de départs en retraite dans le monde agricole, 1/3 des exploitants avant 2030. C'est un moment charnière. Il faut mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la relève, susciter l'envie et former les paysannes et paysans de demain et garantir à celles et ceux qui s'en vont la possibilité de transmettre leur exploitation sereinement. Nous ne pourrons pas relever ces défis sans un enseignement agricole de qualité. Aujourd'hui, cette qualité existe, mais pour combien de temps ? Monsieur le ministre, vous avez affiché de grandes ambitions pour l'enseignement agricole, et je le salue, mais cela doit aller avec des moyens conséquents. De nombreuses voix s'élèvent pour exprimer des inquiétudes sur son avenir. Baisse du budget en euros constants, suppression de postes. Il y a quelques créations de postes en 2020, mais cela ne compasse pas les 50 suppressions de postes en 2019. Baisse de la DGH ou encore hausse du seuil de dédoublement des classes ne sont pas des signes encourageants et annoncent des conditions de travail dégradées pour les enseignants et pour les élèves. Mais surtout, l'enseignement agricole, parce qu'il est pluriel, est frappé de plein fouet par toutes les dernières réformes de l'éducation, réforme du bac, du lycée professionnel, de l'apprentissage, de la formation continue, des réformes qui, chacune individuellement, ont suscité de vives inquiétudes, des réformes qui ne viennent pas du ministère de l'Agriculture, mais qui ne prennent pas en compte la spécificité de l'enseignement agricole et qui, appliquées simultanément, sont en train de le déstabiliser en profondeur.
Prenons par exemple la réforme de l'apprentissage. Elle transfère le rôle de régulation de l'apprentissage aux branches professionnelles qui n'ont pas la connaissance des besoins locaux dont disposent les régions. La mise en adéquation avec les emplois disponibles effectivement sur le terrain n'en est que plus compliquée. Et cela s'accompagne d'une évolution du mode de financement de ces formations qui repose avant tout sur le nombre de contrats signés et plus sur le financement des heures groupes, ni sur des subventions d'équilibre accordées par les régions. Ce changement encourage une concurrence entre public et privé qui n'est pas souhaitable. Le modèle économique des petits CFA s'en trouve ébranlé. Beaucoup sont menacés de fermeture alors qu'ils se trouvent ancrés au cœur de la vie de nos territoires ruraux. Et même des EPLE-FPA sont plus importants, voire leurs finances fragilisées et voire déséquilibrées. L'enseignement agricole est à un moment clé de son histoire. Sur le terrain, il est porté avec passion par des gens qui y croient et qui veulent voir ce modèle perdurer. Mais ils n'y parviendront pas sans nous. Reconnaissons la spécificité de l'enseignement agricole, rendons-le plus visible, donnons-nous les moyens de le préserver et de l'aider à relever les défis qui se profilent à l'horizon. Je crois qu'en tant que parlementaires, nous devons porter la réflexion sur cette question cruciale. Ce soir, nous ne pouvons qu'effleurer le sujet, mais nous devons aller plus loin. C'est pourquoi je propose la mise en place d'un groupe de travail qui aura pour mission de produire un rapport parlementaire sur l'enseignement agricole dans notre pays. Prenons le temps d'un travail collectif de qualité qui ira au fond des choses en nous appuyant sur les actrices et les acteurs de terrain qui ont beaucoup à nous apprendre. C'est ainsi que nous pourrons produire une vision politique forte pour l'avenir de l'enseignement agricole en France. Je vous remercie. Merci, Madame la sénatrice. La parole est à Madame Marie-Christine Chauvin. Pour 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, créé à l'origine pour former les agriculteurs, l'enseignement agricole a su évoluer et s'adapter aux besoins de la société. Les missions qui lui sont confiées en font un enseignement actif, réactif, innovant, ouvert. C'est un précieux partenaire des acteurs des territoires. Pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, il conviendra de porter un regard particulier sur l'innovation pédagogique, l'innovation technologique et l'expérimentation. Les outils pédagogiques grandeur nature que sont les fermes, les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole devront bénéficier des dernières technologies dans leur domaine d'activité et constituer ainsi une référence pour les apprenants et les professionnels. Des moyens humains supplémentaires doivent permettre aux exploitations et aux ateliers de porter la mission d'expérimentation sans risquer de compromettre leurs résultats et donc l'équilibre financier auquel ils sont soumis. L'enseignement agricole constitue un réseau cohérent d'établissements structurants pour les territoires. Le département du Jura est un bon reflet de ce maillage territorial, avec tout d'abord le réseau des maisons familiales rurales, des établissements à Doucier, Salins-les-Bains et Amanges, et ce dernier conduit des formations agricoles par alternance et par apprentissage. Il a vu ses effectifs légèrement augmenter avec un regain d'intérêt par des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole. Gros pourcentage, 60% environ. Il faudrait réfléchir également à la mission qui pourrait être confiée à ces MFR pour prendre en charge au sein de leur structure les jeunes de moins de 14 ans qui s'écartent du milieu scolaire traditionnel. Je vous ai écrit d'ailleurs, Monsieur le ministre, à ce sujet. L'enseignement agricole public rayonne également avec le lycée de Montmoreau sur la partie agricole et le lycée de Mancy sur la partie équine et l'École nationale des industries laitières et de biotechnique, l'ENIL Bio à Poligny, qui permet l'apprentissage pour tous les niveaux de formation, de recherche, de production et la vente directe de produits transformés. Il n'y a que 5 ENIL Bio en France, dont 2 en Franche-Comté. Beaucoup de ces formations, qui vont du CAP au Bac Pro, au BTSA et au diplôme d'ingénieur, se font en apprentissage. C'est pour l'avenir une voie de formation en plein essor.
Elle permet aux jeunes d'avoir une connaissance de l'univers professionnel qui débouche sur un diplôme reconnu. Les jeunes issus de ces formations trouvent ensuite facilement un emploi car ils sont immédiatement opérationnels. Alors oui, plusieurs défis sont devant nous. L'évolution des activités traditionnelles, l'apparition de nouveaux usages dans la gestion de l'espace et des ressources, adaptation au changement climatique. Une évidence, évidemment, l'enseignement agricole devra prendre en compte le développement des métiers verts et intégrer le thème de l'environnement dans ses formations initiales. Nos agriculteurs sont et devront plus que jamais être compétitifs, efficaces, savoir anticiper et gérer les risques, inventer de nouveaux services, répondre aux défis environnementaux tout en alliant performance économique, environnementale et sociale, garder les territoires ruraux attractifs, autant d'enjeux qui doivent être pris en compte dans l'enseignement agricole de demain. L'enseignement agricole mène à de nombreux autres métiers très diversifiés qui sont à la croisée de l'agriculture, du numérique et de l'industrie et qui répondent à la révolution du monde agricole qui est en train de s'opérer. Monsieur le ministre, compte tenu de ces éléments, quels sont les mécanismes de soutien et de diffusion d'informations que vous pourriez instaurer afin de permettre une meilleure communication autour de la modernité et de la technicité des métiers auxquels l'enseignement agricole prépare ses étudiants ? Le public intéressé par ces formations, nous l'avons vu avec les MFR, est en train d'évoluer. De plus en plus de jeunes non issus du milieu agricole intègrent cet enseignement et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Toutefois, une exploitation agricole, cela a été dit précédemment, c'est une entreprise. Pour la diriger, il faut à la fois être un bon technicien et il faut être un excellent gestionnaire. Je pense que l'enseignement agricole doit également développer le volet gestion, conduite d'une entreprise. Monsieur le ministre, comme cela a été dit précédemment, vous avez fait de l'enseignement agricole une priorité, avec un objectif de recrutement de 200 000 élèves et apprentis contre 160 000 aujourd'hui environ. Comment allez-vous arriver à accorder cet objectif face à la politique gouvernementale de suppression d'un certain nombre d'emplois dans l'enseignement public ? Pour que l'enseignement agricole se projette sereinement, il lui faut des moyens humains et des moyens financiers. La formation agricole reste, j'en suis persuadée, et de nombreux d'entre nous, un bon moyen d'intégrer la vie active où on y apprend le goût de l'effort, la persévérance. Gageons que les moyens nécessaires à ces objectifs soient pérennisés pour l'avenir. Merci, Madame la sénatrice. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, je suis vraiment ravi, Monsieur le sénateur Ouzoulias, d'intervenir devant la Haute Assemblée ce soir à votre initiative. Et je veux vraiment remercier votre groupe, le groupe CRCE, vous-même, d'avoir proposé ce débat. C'est un débat qui me tient à cœur. Je voudrais saluer la hauteur de vue et l'excellente intervention liminaire que vous avez fait au début de ce débat, comme saluer l'ensemble des sénateurs et sénatrices qui sont intervenus et qui ont contribué à faire avancer, à enrichir le débat et à se poser les questions sur l'avenir de l'enseignement agricole. Et comme vous l'avez toutes et tous dit, l'avenir de l'enseignement agricole, c'est tout simplement l'avenir de l'agriculture. L'enseignement agricole, c'est une chance pour tous les jeunes. C'est un atout pour le monde rural et c'est un moteur de la transition agroécologique. C'est cela, l'enseignement agricole. Permettez-moi d'abord de rappeler que l'enseignement agricole, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer, cher Guillaume Arnel, cher Antoine Karam qui est ici, est le second dispositif d'enseignement du pays avec plus de 800 établissements qui accueilleront dans les années qui viennent, j'y reviendrai, je l'espère, plus de 200 000 apprenants. L'objectif, c'est de dépasser la barre fatidique de ces 200 000 élèves, apprenants, étudiants, apprentis de la 4e au BTS, partout sur notre territoire. Mais c'est aussi 19 écoles qui forment les cadres de nos secteurs, ingénieurs agronomes, vétérinaires, paysagistes, enseignants, chercheurs. Lorsqu'on parle de l'enseignement agricole, parlons de nos 800 établissements, parlons aussi de nos écoles d'excellence, parce que c'est aussi par ces écoles d'excellence que nous formerons les cadres de demain.
L'enseignement agricole, c'est plus de 120 formations dans l'agriculture, bien sûr, mais aussi dans l'agroalimentaire, dans la filière forêt-bois, l'environnement, les services à la personne, sans oublier les formations générales. Et je regrette, Madame Brulin, que les lycées maritimes ne soient pas au niveau du ministère de l'Agriculture. Si vous pouvez faire quelque chose pour ça, je vous en remercie, parce que ça compléterait la panoplie et ce serait bien de regrouper l'ensemble de celles et ceux qui travaillent sur l'agriculture, sur la pêche et sur la mer. Mais l'enseignement agricole est vraiment un atout très riche de sa diversité. L'enseignement agricole, ce sont les établissements publics, ce sont les établissements privés du CNEAP, de l'UNREP, ce sont les MFR. Toutes ces familles de l'enseignement agricole sont évidemment complémentaires. Et lorsque j'ai fait la rentrée scolaire cette année chez vous, Madame la sénatrice, à Yvetot, qui est le deuxième plus grand établissement, je suis après allé à Magnanville, dans un établissement privé et dans une MFR, parce que je n'oublie pas combien les MFR jouent aussi un rôle essentiel dans la formation. L'enseignement agricole, c'est aussi 60% des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. 60%. C'est 40% de son budget. Et ces deux chiffres sont en hausse depuis plusieurs années. L'enseignement agricole, cher ami, cher sénateur Ouzoulias, ce n'est pas la cinquième roue du tracteur, comme vous l'avez dit. L'enseignement agricole, ce n'est pas la cinquième roue du tracteur. L'enseignement agricole, c'est le moteur du tracteur. C'est le moteur qui le fait avancer. C'est le moteur qui le pousse. C'est le moteur qui le tire vers le haut. Et je suis très fier de cela. J'ai entendu vos propositions, les préoccupations des uns et des autres. Je vais essayer d'y répondre, mais ce n'est pas simple dans le temps qui m'est imparti. Pour parler de l'avenir, partageons d'abord, je le pense, des constats factuels et des constats transpartisans. D'ailleurs, vos interventions étaient quasiment toutes transpartisanes, et c'est tant mieux. Premier constat, nous disposons, grâce à l'enseignement agricole, d'un maillage territorial au service des jeunes et de l'emploi, dont vous, sénateurs, mesurez l'importance. L'avenir, c'est de préserver ce formidable maillage territorial. Il est absolument indispensable. Il nous permet de répondre aux attentes des employeurs qui, dans tous nos secteurs, recherchent des compétences par dizaines de milliers et offrent des emplois majoritairement, essentiellement non délocalisables. C'est ça aussi la force de nos établissements, c'est qu'ils forment des mômes qui vont après être employés sur place. Il nous permet de répondre aux besoins des jeunes qui sont malheureusement pas toujours mobiles, on le sait très bien. Le deuxième constat, et non des moindres, c'est que l'enseignement agricole, tout simplement, ça marche. Il permet aux jeunes de s'épanouir, d'obtenir un diplôme et surtout de s'insérer dans la société. Le taux de réussite aux examens est très fort, vous le savez. L'avenir, c'est de continuer à offrir ces formidables résultats à nos concitoyens. Le troisième constat, c'est tout simplement que l'enseignement agricole est une école du succès. Une école du succès pour les jeunes des milieux modestes, pour les jeunes du monde rural, qui sont parfois un peu délaissés. Oui, les jeunes des milieux modestes, les jeunes du monde rural ne peuvent pas être laissés de côté, doivent être au cœur des dispositifs, au cœur de nos formations, et c'est notre enseignement agricole qui les tire vers le haut. Je rappelle très souvent que nous avons dans le système de l'enseignement agricole français 35% de boursiers. 35% de boursiers, ce n'est pas rien, et c'est notamment grâce à l'importance du maillage, du socio-culturel que nous faisons. Le quatrième constat, c'est que l'enseignement agricole est une école inclusive. Et ça, c'est important également. Le nombre d'élèves en situation de handicap a fortement augmenté et la proportion y est désormais largement supérieure à celle de l'éducation nationale. Soyons fiers de cette école inclusive dans une société inclusive. Plus de 6% de nos élèves bénéficient d'un aménagement d'épreuves et le nombre de jeunes bénéficiant d'un projet personnalisé de scolarisation a triplé entre les rentrées 2010 et aujourd'hui. Dans le même temps, le nombre d'auxiliaires de vie scolaire a été multiplié par 6 et les crédits dédiés au handicap multipliés par 7. Oui, l'enseignement agricole a les moyens de son ambition. Les crédits augmenteront encore en 2020 de 26% pour tenir compte de la transformation des contrats aidés en AESH. L'avenir, c'est de continuer à accueillir plus de jeunes en situation de handicap pour faire face à ces besoins. Le cinquième constat, c'est tout simplement que l'enseignement agricole, ce sont 15 000 fonctionnaires, 5 000 agents sur budget, 3 000 agents des régions qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des établissements. Je veux les saluer toutes et tous,
les enseignants, les formateurs, les personnels administratifs et techniques et les directeurs qui sont pleinement investis dans leur mission. Ils méritent d'être reconnus, ils méritent d'être encouragés et ils méritent d'être soutenus. Les succès de l'enseignement agricole, nous les leur devons. Et je remercie en nouvelle fois le groupe et le sénateur Ouzoulias de l'avoir indiqué. Je vous remercie, monsieur le sénateur, de l'avoir dit dans votre intervention. Parce que sans ces gens-là, sans ces personnels, sans ces fonctionnaires, sans ces formateurs, l'enseignement agricole ne serait rien comme l'enseignement en général, comme la fonction publique, qui est parfois tant décriée, mais la fonction publique sans les fonctionnaires, elle marcherait beaucoup moins bien. L'avenir, c'est de valoriser nos agents via des chantiers statutaires et de revalorisation pour rendre leur métier plus attractif. Nous l'avons fait cette année. Plusieurs d'entre vous ont évoqué le statut des directeurs. Alors qu'ils attendaient depuis si longtemps un nouveau statut, je m'y étais engagé et nous avons fait ce chantier et je pense qu'il s'est apprécié de l'ensemble des directeurs. Le sixième constat, c'est tout simplement que l'enseignement agricole est un dispositif qui sait s'adapter et porter des réformes. Oui, vous avez été plusieurs à le dire, la réforme du bac, celle de l'apprentissage. Ces réformes ont été source d'inquiétude, évidemment. Vous en avez parlé, notamment Madame Monnier. Je connais ces inquiétudes, mais n'ayons pas peur et essayons d'avancer. Là aussi, ce n'est pas l'immobilisme que nous devons faire, c'est accompagner les mutations de la société, parce que la société change et il faut que l'enseignement, comme la fonction publique, change aussi. Je voudrais vraiment souligner, là encore, la mobilisation de toutes ces équipes dans ces changements. Prenons la réforme de l'apprentissage. Elle a permis de conforter nos effectifs. On me disait, on a peur, ça va bouger. Oui, nous avions sûrement peur. Cette année, c'est plus 1400 apprentis. L'enseignement, c'est plus 4%. L'enseignement agricole forme quasiment 10% des apprentis de notre pays. Alors oui, il y a des craintes sur les CFA, ça a été évoqué. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est un succès grâce à une communication peut-être un peu plus efficace, la mobilisation des personnels qui a été sans borne, car le facteur limitant est souvent le nombre de mètres d'apprentissage. Et c'est ça l'enjeu que nous avons. Nos CFA sont performants, soyons-en fiers, et sont vraiment accompagnés dans cette réforme. Le sénateur Joly, tout à l'heure, évoquait des craintes sur les CFA. Moi, je dis il faut y croire, il faut s'y battre, il faut les maintenir. Les professionnels, cette année, ont investi en subventions exceptionnelles 25 millions d'euros dédiés directement à nos CFA. C'est bien que la profession y croit et que nous pouvons y croire. Et sur la réforme du baccalauréat, je suis heureux que sur de nombreux points, elle reprenne des points forts de l'enseignement agricole, les contrôles en cours de formation, le rôle des oraux, etc. Sur la question des spécialités, plusieurs d'entre vous sont intervenus. Je ne partage pas totalement l'inquiétude. Les lycées agricoles, on ne se raconte pas d'histoire. Ils ne peuvent pas réaliser sur le terrain avec les grands lycées des centres-villes, avec les grandes écoles. Nous n'avons que 100 classes. Mais nos atouts, et Mme Verrien l'a évoqué tout à l'heure, nos atouts, ce sont le cadre de vie, c'est les internats, c'est l'ouverture internationale, c'est la capacité à concilier la pratique d'un sport et des études de haut niveau. Et nous avons des champions de France, des champions d'Europe, des champions du monde dans nos lycées agricoles. Et puis surtout, ça a été dit par plusieurs d'entre vous, d'excellents résultats aux examens, 93,5% en 2019 contre 91,2% dans l'éducation nationale. Nous ne faisons pas de compète, mais enfin, les résultats dans l'enseignement agricole sont à un très haut niveau. Son avenir, aujourd'hui, il est clair, il faut poursuivre ces réformes et il faut faire valoir ses atouts. Malheureusement, un dernier constat assombrit la situation, certains l'ont évoqué. Malgré la hausse des moyens publics, plus 850 postes en 6 ans, malgré l'ouverture de nouvelles classes, plus de 210 en 6 ans, l'enseignement technique agricole, depuis 10 ans, perdait des élèves. Et tous les ans, on regardait les effectifs baisser sans ne rien faire. À la rentrée 2018, c'était 4000 élèves en moins. J'ai pensé qu'on ne pouvait pas faire comme cela. Et à mon arrivée, j'ai dit stop. J'ai dit soit nous voulons encore un enseignement agricole partout sur le territoire, soit nous fermons 7, 8, 10 lycées d'enseignement agricole et nous les réadaptons. Ce n'est pas le choix que j'ai souhaité faire, parce que, alors que l'avenir de l'enseignement agricole aurait pu être menacé, moi je pense au contraire qu'il n'est pas menacé, mais que c'est une pépite qui va briller encore longtemps. Et pour ne pas me résoudre à assister à lente érosion de tout cela, j'ai souhaité partir sur la mer des batailles, reconquérir des effectifs. Et à cette rentrée scolaire, nous sommes passés de moins 4000 à plus 750. Pour ça, nous l'avons fait avec une ambition simple,
Henri Cabanel a eu raison. Ce n'est pas des deuxièmes choix, ce n'est pas des élèves de seconde zone. Venir dans des établissements agricoles, ça doit être un primo choix. Ce n'est pas « je n'arrive pas à aller en général, je vais aller là ». Non, c'est un primo choix. C'est ce que nous avons mis dans notre campagne de l'aventure du vivant. Anne-Marie Bertrand l'évoquait tout à l'heure. Sur Snapchat, nous avons eu 10 millions de vues. 10 millions de vues. Et le site que nous venons de lancer, l'aventure du vivant, le site internet aujourd'hui, nous en sommes, je l'ai noté, à 18 600 visites. Oui, nous allons gagner le pari de la reconquête des effectifs. Et je vous le dis, plus d'apprenants, ce sera plus d'enseignants. Et c'est dans cette direction que nous devons aller, dans le contexte de la fonction publique en général. Si nous avons, pardon, je ne vous voyais pas, si nous avons plus d'apprenants demain, forcément, il y aura plus d'enseignants devant les classes et devant les élèves. Et c'est là-dessus que nous voulons aller. Et franchement, cette remontée d'effectifs est un formidable signal adressé au monde agricole. Plusieurs d'entre vous l'ont dit, l'agribashing, les difficultés agricoles, et pourtant, les jeunes viennent dans nos lycées et viennent s'inscrire. C'est une vraie réussite, et je crois qu'on peut en être très très fiers d'avoir comblé cela. Et je fais confiance aux établissements, à leur gouvernance inclusive, pour optimiser les offres de formation et leurs moyens. Ils le font sous l'autorité des DRAF, qui sont les véritables responsables, que j'ai mobilisés pour assurer qu'autonomie ne rime pas avec dérégulation. Oui, je crois au terrain. Oui, je crois aux décisions qui peuvent être prises au plus près du terrain, parce que c'est là que les choses bougent. Mais prendre des décisions au plus près du terrain, ça ne veut pas dire tout est éclaté. Non, il faut une régulation, un cadre national et un peu de flexibilité au niveau local. Alors oui, vous avez été plusieurs à le dire, cette année, nous avons augmenté les seuils de dédoublement de certaines classes pour optimiser nos moyens, là où il est possible d'accueillir plus d'élèves. Nous l'avons fait, c'est très bien. J'ai veillé à la sécurité des jeunes. Certains le disaient dans certaines classes, que cette sécurité ne soit pas compromise. Dès qu'un sujet relatif à la sécurité apparaît, nos services sont présents. Mais je vous le dis, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, la principale difficulté de l'enseignement agricole, ce ne sont pas des classes trop chargées, ce sont des classes avec des effectifs trop faibles. C'était ça l'enjeu. Et c'est là-dessus que nous nous sommes battus pour repartir à cette reconquête. Alors oui, l'ambition est claire, 200 000 apprenants l'année prochaine. Y arriverons-nous? Nous verrons bien. Mais il faut se fixer un cap, une date, un nombre. C'est absolument indispensable et nous allons avancer. Madame Chauvin le disait tout à l'heure, mais c'est clair. Il faut plus d'apprenants. Cet objectif, il est absolument atteignable partout, grâce à l'aventure du vivant, atteignable dans l'Hexagone, mais évidemment atteignable en Outre-mer. Et je voudrais dire notamment qu'à Mayotte et en Guyane, nos effectifs sont en très forte hausse. Et permettez-moi de citer le lycée de Matiti, qui a été fondé par mon ami Antoine Karam, qui est ainsi de ceux qui a la plus forte augmentation de ses effectifs grâce à l'ouverture de nouvelles classes. Oui, l'enseignement agricole est le moteur de la transition agroécologique et je vais lancer très prochainement le nouveau plan Enseigner et produire autrement. Franck Menonville l'évoquait tout à l'heure, il faut de nouvelles formations mieux adaptées. Franck Menonville avait raison, le nouveau plan Enseigner et à produire autrement va se faire. Pour cela, il affirmera 4 engagements. Le premier, c'est d'être à l'écoute des jeunes, de ce qu'ils souhaitent aujourd'hui. Et dans tous nos établissements, nous aurons des jeunes éco-responsables. Je l'ai vu dans plusieurs établissements, nous allons le généraliser parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les jeunes sont sensibles à l'écologie. Le deuxième engagement, c'est de rénover toutes les formations pour bien intégrer l'agroécologie et le bien-être animal qui sont absolument indispensables. Le troisième engagement, c'est pour atteindre les objectifs ambitieux pour les exploitations agricoles de nos lycées, 100% de nos 19 000 hectares dans nos exploitations de nos lycées cultivés devront être cultivés en agriculture biologique ou certifiés. 100% certifiés ou haute valeur environnementale 3. Et enfin, le quatrième engagement, c'est d'être exemplaire au niveau de l'alimentation, au niveau de la qualité des repas servis dans les cantines. Évidemment, 50% de produits sous SICO et bio. Nous devons y arriver, d'avoir 50% de bio dans les lycées agricoles. Les établissements vont former et démontrer avec le soutien de nos grandes écoles agronomiques comme l'INRA et l'IRSTEA qui fusionnent pour donner l'INRAE qui sera le plus gros centre de recherche
publics du monde sur ces sujets-là. Et c'est pourquoi je ne partage pas du tout le pessimisme sur les exploitations de nos établissements qui ne sont pas bien. C'est vrai que certaines ont quelques difficultés, mais nous avons pris cela à bras-le-corps. Là, cette semaine, se sont réunis au ministère les 200 directeurs d'exploitation agricole. Je vous assure, ils n'avaient pas le moral dans les chaussettes. Il y avait un très bel enthousiasme pour réussir cette transition agroécologique parce qu'ils veulent le faire. Et les directeurs d'exploitation agricole de nos lycées sont vraiment des gens très très forts et ils travaillent, et je le dis tranquillement, parce que c'est aussi ça la co-construction. Ils travaillent beaucoup avec les régions, grâce aux régions, grâce à l'investissement que font les régions qui mettent beaucoup d'argent dans nos établissements, eh bien nous pouvons avancer. Et pour répondre aux besoins des professionnels, vous avez été plusieurs à le dire, M. Verrier évoquait tout à l'heure les formations de base qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr qu'on ne va pas oublier les formations de base, mais il faut aussi que ces formations soient les plus générales possibles. Elles doivent intégrer plus d'agroécologie et de bien-être animal, comme je l'évoquais, mais aussi du numérique, de la communication, du management, des nouvelles technologies et surtout, je vous le dis tranquillement, de la gestion. Un jeune qui sort d'un lycée agricole, il doit savoir gérer son exploitation agricole parce qu'après, il va être certes paysan, mais aussi chef d'exploitation et chef d'entreprise. Et si on ne remet pas un peu le tracteur au milieu du village, on ne s'en sortira pas. Il faut que la gestion soit à la base aussi de ce que nous devons faire. Enfin, il faut penser aux métiers de demain et nous devons encourager les jeunes à poursuivre leurs études dans le supérieur. Ça a été dit là encore tout à l'heure, en particulier ceux qui sont issus des milieux populaires. Moi, j'adore, quand je vais dans les établissements, que je vois des jeunes plutôt issus des milieux populaires, des zones rurales ou périurbaines, tout simplement qui continuent après, et puis qui vont dans l'enseignement technique et qui poursuivent dans le supérieur. C'est un chantier essentiel à mes yeux sur lequel nous devons vraiment travailler. Je suis vraiment fier, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, fier de notre enseignement agricole, fier de ses agents et fier des jeunes que je rencontre lorsque je vais dans les établissements. Je suis très conscient de l'ampleur du travail qu'il nous reste à accomplir. La reconquête des effectifs, je l'évoquais, la transition agroécologique, la rénovation de nos formations qui est absolument indispensable. Nous devons lancer un grand chantier, je l'ai lancé avec les fonctionnaires du ministère, nous devons avancer. Et puis évidemment la promotion sociale. Et surtout, je le dis à nouveau, aller dans un lycée d'enseignement agricole doit être un primo choix et non pas un choix par défaut. Moi, je suis plutôt confiant. J'ai entendu un peu beaucoup d'interventions de confiance, d'optimisme, mais j'ai aussi entendu un peu parfois un peu de pessimisme. Je suis confiant en l'avenir quand l'enseignement agricole et ses agents démontrent leur capacité à évoluer pour être le ferment de la transformation de nos territoires et la réussite de nos jeunes. Oui, les lycées agricoles, les lycées d'enseignement agricole, Patrice Joly l'évoquait tout à l'heure, sont sur tous les territoires. Et c'est parce qu'ils sont sur tous les territoires qu'ils doivent y rester. Je partage complètement l'invitation qu'évoquait tout à l'heure le sénateur Antoine Karam à sortir d'une logique de conservation pour entrer dans une logique d'expansion. Je crois que c'est totalement dans cette direction qu'il faut aller. Et je vous réassure mon ambition, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, pour l'enseignement agricole, parce que l'enseignement agricole doit former plus, doit former mieux, doit former partout. C'est l'enjeu, c'est l'engagement que j'ai mis avec l'enseignement agricole et j'espère que vous nous aiderez ensemble. Vous m'aiderez, mais ce n'est pas tant moi, ce n'est pas le ministère de l'Agriculture. Vous aiderez tout simplement les jeunes à aller dans ces établissements. Je termine sur 2 chiffres. Aujourd'hui, il y a environ 450 000 agriculteurs en France. 150 000, un tiers, vont prendre leur retraite dans les 10 ans qui viennent. L'année dernière, il y a eu 12 000 jeunes qui se sont installés en agriculture. Malgré les difficultés, malgré l'agribashing, malgré le fait que les revenus sont faibles, malgré toutes les crises, 12 000 jeunes. Nous sommes quasiment dans le renouvellement des générations. Si nous arrivons à passer la barre des 200 000, si nous sommes capables d'avancer encore et faire que les jeunes aillent dans nos établissements, nous aurons gagné une bataille, celle du renouvellement des générations. Et celle-là, ce sera la plus belle des batailles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, ce débat est clos et nous allons poursuivre, puisque l'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution en application de l'article